Donc on passe aujourd'hui à l'un des trois aspects dont j'avais dit dans la présentation la semaine dernière que je souhaitais couvrir dans ce séminaire qui accompagne donc le cours du mercredi. Et j'avais donc mentionné comme l'un des aspects la réflexion philosophique sur le rapport à la Terre dans la philosophie politique européenne, et notamment l'idée d'appropriation. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup traité, enfin j'ai consacré pas mal de temps dans le premier cours, et j'ai donc demandé à la personne qui sans doute a le plus de titres pour en parler de venir nous parler aujourd'hui. C'est Yves-Charles Zarka, qui est professeur de philosophie politique dans la maison à côté, à la Sorbonne, qui est un spécialiste donc, de philosophie politique, et notamment de la philosophie politique anglaise. Il a écrit plusieurs livres sur Hobbes, il a écrit une quinzaine d'ouvrages au moins, probablement plus, mais je n'ai pas suivi le détail des derniers. Mais il y en a un parmi les derniers que j'ai lu et qui m'a passionné. C'est cet ouvrage. Alors, celui-là, c'est l'inappropriabilité de la Terre, qui donc pose évidemment la question centrale qu'on va traiter, qu'on a traité déjà, qu'on a commencé à traiter dans ce cours et dans ce séminaire, qui est au fond comment réfléchir à un rapport à la Terre qui ne soit pas médiatisé par le concept d'appropriation. Celui que je viens de recevoir, merci, Métamorphose du monstre politique, qui est un essai qui vient de sortir au PUF. Et donc, aujourd'hui, Yves-Charles Zarka va nous parler bien précisément de la façon dont on peut transformer cette notion d'appropriation, la récuser sans doute, et le rôle qu'elle a joué dans la philosophie politique. Merci. Cher Philippe Descola, de ton invitation et de me donner l'occasion de prendre la parole ici sur un concept qui m'est cher, celui de l'inappropriabilité de la Terre. J'y viendrai à la fin, mais bon. Je vais commencer par une notion qui figure dans le titre du séminaire et du cours tenu par Descola, ici même, et je viendrai ensuite à la question de l'appropriation et de l'inappropriable touchant la Terre. Il y a aujourd'hui un regain d'intérêt considérable pour la notion de cosmopolitisme. Elle est ainsi très utilisée en sciences sociales, en particulier en sociologie, sans doute depuis les travaux de Ulrich Beck. Elle l'est également en anthropologie, les travaux de ce séminaire et du cours qui lui est lié en témoignent, mais elle l'est aussi en théorie politique, avec un ensemble de recherches autour de l'élaboration de l'idée d'une Union européenne in sensu cosmopolitico, pour reprendre l'expression de Jean-Marc Ferry. Elle l'est également sans doute en droit. Je pense particulièrement aux travaux de Mireille Delmas-Marty, qui composent l'ensemble des 4 volumes qu'elle a publiés sur les forces imaginantes du droit, qui relève d'une dimension cosmopolitique dans la mesure où le droit ne se limite pas au droit positif, mais concerne les concepts qu'elle appelle elle-même flous, qui peuvent avoir un sens et une valeur universelle dans le cadre de l'idée d'un monde commun. Je n'oublie pas bien sûr les travaux philosophiques nombreux qui explorent la notion de cosmopolitisme dans sa relation avec l'idée d'un monde commun, avec aussi l'élaboration d'un concept de justice globale, de même qu'avec l'idée de droit de l'homme ou l'idée plus récente de droit de l'humanité.
j'ai moi-même tenté philosophiquement de montrer la voie d'une refondation de l'idée cosmopolitique dans un ouvrage paru un petit peu après L'inappropriabilité de la Terre. Je ne crois pas que ce regain d'intérêt soit simplement un effet de mode. La reconfiguration de notre monde globalisé et les recherches nouvelles réalisées pour le comprendre, en des sens d'ailleurs différents, y jouent un rôle déterminant. Si la notion de cosmopolitisme est très largement utilisée, c'est donc souvent dans des perspectives très opposées. Certains l'utilisent pour l'opposer à la pulvérisation du monde, sorte d'acosmisme produit par l'homogénéisation globalisée. D'autres y voient au contraire une chance nouvelle, ouvrant sur un autre rapport au temps et à l'espace, vers l'émergence de nouvelles relations, d'une empathie cosmopolite, pour reprendre l'expression de Ulrich Beck, qui sort des cadres traditionnels des empathies plus restreintes, comme l'empathie nationale. Ces divergences sur le sens du cosmopolitique tiennent cependant souvent à une incertitude concernant le concept de cosmopolitisme lui-même, et je remarque d'ailleurs très souvent que les usages, en particulier sociologiques, qui sont faits de la notion de cosmopolitisme se font dans l'oubli complet, dans l'ignorance quasi totale de l'histoire de cette notion. J'y reviendrai tout à l'heure. Or, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'usage anthropologique de la notion de cosmopolitisme, si j'en juge par le titre du présent cours et séminaire, mais aussi par les travaux de Philippe Descola et d'autres comme Marshall Salins, ce qui m'intéresse donc particulièrement dans cette approche, je reprends le titre « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité », c'est premièrement la référence à la question de la Terre et du territoire. Et d'autre part, le fait que la notion de cosmopolitique soit employée au pluriel. Ce pluriel signifie évidemment qu'il ne s'agit pas, dans cette perspective, de réaliser une approche unifiante du cosmopolitisme, mais d'en mettre en évidence les différentes figures selon les diverses sociétés, lesquelles engagent des rapports différents à la terre, au territoire, en fonction de leurs pratiques, de leur représentation, de leurs mythes, de leur organisation sociale, de leur inscription dans l'espace, ainsi que des rapports qu'elles établissent entre les humains et les non-humains, les vivants et les morts, le permis et l'interdit, le sacré et le profane. Autrement dit, l'anthropologie atteste qu'il y a non seulement des ontocosmologies différentes, mais probablement également des cosmopolitiques, dans la mesure où les sociétés entretiennent des rapports différents avec leur environnement, s'inscrivent diversement dans leur territoire et conçoivent d'une autre manière que nous les rapports entre les humains et les non-humains. Cette diversité des cosmopolitiques est en mesure de nous donner du recul par rapport à la vision du monde hégémonique, occidentalo-centré, et peut-être même d'en contester la validité unilatérale. Reste que cette pluralisation du cosmopolitique diverge de la manière traditionnelle, au moins depuis les stoïciens, dont on considère le cosmopolitisme, dans la mesure où la perspective cosmopolitique a toujours eu pour ambition d'attester l'existence d'un monde commun, unique, comme, disaient les stoïciens, cité commune des dieux et des hommes, et, je dirais plutôt aujourd'hui, cité commune des hommes et de l'ensemble des vivants. Qu'il y ait non pas une,
mais plusieurs visions cosmopolitiques permet certes d'un côté de déréaliser notre propre conception du monde, mais de l'autre semble remettre en cause l'idée d'un monde commun, d'une terre commune, corrélative d'une humanité elle-même une. Doit-on faire notre deuil d'un monde commun? Celui-ci ne pourrait-il prendre que la figure hégémonique d'une emprise de notre propre rapport à la Terre sur celle des autres sociétés, relevant d'ontocosmologies différentes, qu'elles soient sauvages, sinon primitives, ou qu'elles coexistent avec la nôtre, mais reposent sur d'autres rapports aux êtres, à la Terre, au ciel et aux dieux. Autrement dit, en deçà des cosmopolitiques au pluriel, lesquels prennent légitimement en considération du point de vue anthropologique la diversité des usages de la Terre que l'on pourrait considérer, et que l'on pourrait donc, ces cosmopolitiques, considérer comme des cosmopolitiques spéciales, n'y a-t-il pas une dimension cosmopolitique plus fondamentale, disons générale, à partir de laquelle il serait possible de penser la constitution des divers usages de la Terre, donc des différents modes d'être, de penser et d'agir sur un territoire. À travers cette question, il y a bien entendu un défi qui se suppose de passer de l'anthropologie à la philosophie, mais un défi qui, loin de nier l'apport des sciences sociales, et en particulier celle de l'anthropologie, partirait de celle-ci, de ces apports, pour se porter vers une dimension qui pourrait les sous-tendre, tout en sauvant l'idée d'une condition humaine commune dans un monde commun. Ce qui m'a personnellement le plus intéressé dans la remise en cause, en particulier par Philippe Descola, bien sûr, de la dualité nature-culture et la mise en évidence des 4 grands types d'ontocosmologie conçus comme des systèmes de propriété des existants à partir desquels se constituent des types de cosmologie, des modèles de lien social et des caractérisations diverses de l'identité et de l'altérité, c'est qu'une telle perspective permet de sortir, je le disais tout à l'heure, d'une vision unilatérale du rapport entre humains et non-humains et entre les humains et la terre qu'ils habitent. J'y vois même une convergence, et c'est peut-être cette convergence qui me doit d'être ici aujourd'hui, avec ce que j'ai essayé de faire en déréalisant le rapport dominant à la terre qui prévaut aujourd'hui dans les sociétés occidentales, à savoir ce que j'appelle l'appropriation universelle et illimitée. Je reviendrai sur cette notion d'appropriation. Qu'il me suffise de dire, pour l'instant, que la forme primitive de cette appropriation est la propriété exclusive, qu'elle soit privée ou publique. Je parle du mode d'appropriation qui prévaut dans nos sociétés. Le concept d'appropriation, évidemment, pouvant être utilisé en un sens plus large pour comprendre d'autres modes de relation. Donc la forme primitive est la propriété, exclusive et privée, pour qu'elle soit privée au public, et qu'à celle-ci sont supposées dans notre civilisation d'autres formes d'appropriation, la forme d'appropriation coloniale tout d'abord, et aujourd'hui la forme d'appropriation que constitue la surexploitation de la terre. Avec le concept, j'y reviendrai, de l'inappropriabilité comme rapport plus originaire, voire pré-originaire à la terre-sol, c'est-à-dire au monde, j'ai tâché de souligner l'unilatéralité des figures de l'appropriation qui nous paraissent si naturelles ou en tout cas auxquelles personne ne semble pouvoir échapper, et aussi, et j'ai essayé de montrer, que d'autres possibilités d'usage de la terre étaient possibles. Il y a d'autres rapports possibles à la terre que ceux de l'appropriation dont j'ai caractérisé rapidement la nature, d'autres rapports possibles à la terre que ceux qui relèvent de l'appropriation exclusive, qu'elle soit privée ou publique, d'autres modes d'être, de penser et d'agir,
Cependant, l'enjeu central, pour moi, sera de faire en quelque sorte un pas en deçà des cosmopolitiques spéciales qui définissent des rapports différents à la Terre, des cosmopolitiques spéciales diverses, relevant d'ontocosmologies différentes, pour tenter de cerner une relation originaire, voire pré-originaire, commune au monde. Je n'aurai pas la prétention, ce n'est ni mon objet ni ma compétence, de décrire ici anthropologiquement les divers usages, les usages de la Terre tels qu'ils sont mis en œuvre dans les sociétés relevant d'ontocosmologies différentes. Je vais en revanche tâcher de poser le problème, un problème qui vient en deçà, le problème d'un monde commun, d'un cosmopolitisme originaire à partir duquel ces ontocosmologies diverses peuvent se constituer dans des voies différentes. Je voudrais donc sauver, si possible, l'idée d'un monde commun qui ne soit pas un particularisme universalisé. Il convient donc de déplacer le point de vue. Je ne me situerai pas au plan anthropologique, mais au plan historique et philosophique, pour analyser dans un premier temps les grandes conceptions anciennes et modernes du cosmopolitisme. Mon objet dans cette première partie sur les figures anciennes et modernes du cosmopolitisme aura deux finalités. La première, c'est de comprendre comment ont été conçues dans l'histoire, dans notre histoire, l'unité du monde, l'idée d'un monde commun. Et deuxièmement, l'objectif sera aussi de montrer comment la question de la Terre rentre aujourd'hui dans le souci cosmopolitique, dans la considération cosmopolitique, alors qu'il était auparavant soit oublié, ce rapport à la Terre, soit occulté, soit présupposé. Donc c'est tout l'objectif. Et donc, dans un deuxième temps, j'essaierai de reposer à nouveau frais la question du rapport originaire commun à la Terre-Sol qui sous-tend les divers usages possibles de la Terre. Donc s'il y a, et l'anthropologie le montre, différents systèmes cosmopolitiques différents, correspondant à des ontocosmologies diverses, qui font de la nôtre l'une d'entre elles et pas exclusive, ce que j'accepte et que je trouve parfaitement fondé, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas en deçà ce qu'on pourrait appeler une dimension cosmopolitique plus originaire, à partir de laquelle ces cosmologies spéciales, diverses, les quatre qu'a mis en évidence Philippe Descola, sont elles-mêmes possibles. Autrement dit, ma question concernera le non constitué, le préalable, à partir duquel les constitutions de monde sont possibles. Les ontocosmologies sont possibles. Donc le préalable, le non constitué, à partir duquel les constructions socialo-culturelles s'élaborent pour former des conceptions du monde, de rapports entre les humains et les non-humains, rapport à la Terre, etc., se construisent dans des voies distinctes. Autrement dit, ma thèse, c'est que les mondes possibles, qui sont en l'occurrence des mondes réels, ne sont pas possibles qu'à partir d'un réel préalable, qu'ils se construisent à partir d'un réel non construit. Que ce réel non construit, c'est un monde originaire, commun, à partir duquel les mondes spéciaux des différentes sociétés et cultures s'élaborent. Et même ouvrir la possibilité de concevoir d'autres configurations possibles. Autrement dit, la thèse ici, c'est que le possible n'est conçu qu'à partir du réel. Ce n'est pas une thèse très nouvelle. Bergson ici même l'avait amplement souligné. Simplement, ce qui pourrait peut-être l'être, c'est d'essayer de caractériser ce réel à partir duquel le possible et le réel
existent. Je vais commencer donc par l'examen des différentes figures du cosmopolitisme. Je vais avoir une perspective historique, je vais essayer d'aller assez rapidement et avant de venir à, pour deux raisons, comme je vous le disais, voir la manière dont ont été dans l'histoire considérée l'unité du monde, donc l'idée de cosmopolitique, et deuxièmement, montrer comment, à un certain moment, et dans des perspectives contemporaines, la question de la Terre elle-même devient, du territoire de la Terre elle-même entre dans le champ cosmopolitique. Il semblerait que dans la notion de cosmopolitique, la Terre y soit déjà, puisqu'elle est le cosmos. Mais en vérité, paradoxalement, il y a un moment où la question de la Terre comme telle intervient, et ce n'est pas la question depuis le départ. Je commence par le cosmopolitisme antique. Les stoïciens n'ont pas été les premiers ni les seuls à tracer la voie de l'idée cosmopolitique. Cicéron rapporte dans les Tusculanes que lorsqu'on demandait à Socrate de quel pays il était, celui-ci répondait du monde. Car, dit Cicéron, il pensait être habitant et citoyen du monde entier. On retrouve une idée comparable chez le cynique Diogène et d'autres. Simplement, ce qui caractérise les stoïciens et qui fonde véritablement le cosmopolitisme, c'est l'affirmation selon laquelle le monde est une république, une patrie, régie par une constitution et des lois. La notion de polis et ses équivalents latins civitas, urbs, n'ont, dans ce contexte, aucun sens métaphorique. Le monde est, au sens propre, une cité, et les hommes sont citoyens du monde. Telles sont les deux thèses fondatrices du cosmopolitisme stoïcien. Je vais les examiner successivement. Première thèse. Le monde est une cité. Le monde est une cité. Cette thèse a tout d'abord un fondement physique. L'homme, pour les stoïciens, occupe dans le monde une place éminente. La possession du logos le met presque au niveau des dieux et lui assure une supériorité sur tous les autres êtres. Ce qui veut dire que la possession de la raison, lorsqu'elle est pleinement développée, caractérise l'être humain et fonde l'identité des êtres humains les uns par rapport aux autres. Par voie de conséquence, elle permet de penser l'unité essentielle du genre humain. La parenté qui existe entre les hommes et les dieux permet de définir le monde comme, je cite, la cité commune des dieux et des hommes. Voici ce qu'écrit Cicéron dans le De Natura Deorum, je cite, « Et certes, puisque les dieux existent, il est nécessaire dès qu'ils sont, non seulement qu'ils aient la même âme, mais encore qu'ils soient en possession de la raison et liés entre eux par une sorte d'union ou d'association politique, comme si c'était une république et une cité universelle. De là suit, je continue la citation, qu'il y a en eux une raison identique à celle de l'espèce humaine et des deux côtés une même vérité, une même loi qui consiste dans la prescription du bien et la défense du mal. Je continue, d'où l'on comprend que la sagesse et l'intelligence chez l'homme lui sont venues des dieux, et pour ce motif, l'intelligence, la foi, la vertu, la concorde ont été déifiées par les institutions de nos ancêtres et publiquement honorées. Fin de citation. Les liens naturels fondés sur la bienveillance, pour les stoïciens, ne suffisent pas à penser cette république du monde. Le cosmos ne comporte pas seulement des relations éthiques, mais proprement politiques. Il comporte des règles, des devoirs, un droit commun. C'est ainsi que Chrysippe pouvait affirmer qu'entre chaque, je cite, entre chaque homme et le genre humain,
il existe une sorte de droit civil quasi civile ius. Une sorte de droit civil. Fin de citation. On peut également lire dans le De Finibus de Cicéron, le monde, je cite, le monde, suivant la doctrine des stoïciens, est régi par la volonté des dieux. Il est comme la résidence commune, comme la cité des dieux et des hommes, et chacun de nous est une partie de ce monde, d'où il suit, par une conséquence naturelle, que nous devons faire passer l'intérêt de la communauté avant le nôtre, car de même que les lois font passer le salut de tous avant celui des individus, de même le bon citoyen qui est sage, soumis aux lois et qui n'ignore pas son devoir civique, songe plus à l'intérêt de tous qu'à celui de tel ou même au sien. Fin de citation. D'où il résulte cette thèse importante selon laquelle le droit cosmopolitique doit servir de modèle au droit politique des États. Deuxième thèse stoïcienne, l'homme est un citoyen du monde. Cette thèse se fonde sur l'idée de l'unité du genre humain et l'identité des êtres humains les uns par rapport aux autres, quelle que soit par ailleurs la distinction de valeur morale des individus, leur nation d'appartenance ou leur origine. Il y a donc un universalisme radical chez les stoïciens. Cet universalisme s'affirme en effet malgré les distinctions entre Grecs et barbares, entre les hommes libres et les esclaves, et même, de même qu'entre les sages et ignorants ou entre vertueux et vicieux. Quelles que soient ces différences qui existent, il n'en reste pas moins que les hommes sont des hommes et qu'ils font partie de ce cosmos et de cette dimension politique qu'est le cosmos lui-même. Il y a donc une dignité égale de tous les hommes qui a des conséquences institutionnelles. La nature confie en effet les hommes les uns aux autres et leur confère donc des règles de devoirs et de droits. Certes, les hommes sont différents et inégaux à bien des égards, en particulier en sagesse et en vertu, mais cela n'implique aucune inégalité de droits dans la République du Cosmos. Je cite, c'est toujours Cicéron dans le De Legibus, « Ainsi, quelle que soit la définition que l'on donne de l'homme, elle est une et valable pour tous, ce qui est la preuve qu'il n'y a pas de dissemblance dans l'espèce, car s'il en existe, une définition unique ne saisirait pas tous les individus. » Fin de citation. Dans le De Legibus, Cicéron énonçait le principe fondamental du cosmopolitisme stoïcien. Je cite, « Il faut regarder tout ensemble le monde comme une cité unique appartenant en commun aux hommes, aux dieux et aux hommes. » Fin de citation. C'est au nom de cette cité universelle que la critique des lois de la cité, des cités politiques pourra se faire. On vient de voir, j'ai essayé de montrer comment le cosmopolitisme stoïcien reposait sur une ontologie cosmique. Il présupposait l'existence d'une cité universelle, seule naturelle. Dans le cosmopolitisme moderne, on retrouve bien sûr la conception juridique d'un monde commun, avec une restriction aux hommes seuls, les dieux terminés, mais avec Kant en particulier, la perspective va changer, le cosmopolitisme va nous projeter vers l'avenir en devenant un idéal régulateur de la raison politique. Le cosmopolitisme moderne, donc. La mutation du cosmopolitisme avec Kant est liée à deux problématiques. L'une historique et l'autre. Je rappelle que, du point de vue des stoïciens, la question de la Terre, du cosmos, elle est présupposée, bien entendu. Elle est la structure ontologique à partir duquel le monde commun comme république est pensable. Mais elle n'est pas en elle-même un souci cosmopolitique, elle est la dimension présupposée. Donc je disais cosmopolitisme moderne, donc manière moderne de penser l'unité du monde humain.
La mutation du cosmopolitisme avec Kant est liée à deux problématiques, l'une historique et l'autre juridico-politique. Du point de vue de la première, c'est-à-dire la perspective historique, il s'agit de répondre à la question de savoir si l'humanité a un destin universel et par conséquent une histoire qui a un sens ou, à l'inverse, si elle a une histoire complètement aléatoire, moralement indifférente en termes de proportion de bien et de mal. C'est précisément la question que pose la troisième partie du texte de Kant, Théorie et pratique, en 1793, je cite, « Existe-t-il dans la nature humaine des dispositions qui autorisent à conclure que l'espèce progressera toujours vers le mieux et que le mal des temps présents et passés se perdra dans le bien des temps futurs ?» Fin de citation. À cette question, Kant répond contre Mendelssohn qu'il y a un progrès culturel constant du genre humain et au-delà de celui-ci, plus profondément que lui, il faut penser le progrès comme hypothèse pratique, c'est-à-dire concevoir le genre humain en progrès vers le mieux au point de vue de la fin morale de son être. Ce dessein moral devient alors un devoir qui n'a pas besoin de preuves théoriques, mais dont il suffit de démontrer qu'il n'est pas impossible. Je cite, « Nous devons agir comme si la chose existait, qui peut-être n'existait pas, avoir pour projet sa fondation et la constitution qui nous semble la plus appropriée pour cela. » Fin de citation. C'est dans la définition de la fin visée par l'hypothèse pratique du progrès qu'intervient la problématique juridico-politique. Il s'agit d'une part de la reconnaissance d'un droit cosmopolitique et d'autre part d'un droit international qui reposerait sur la convergence des États qui disposent d'une constitution républicaine interne. Ces deux principes sont en mesure de donner un contenu, chez Kant, à l'idée d'un état de paix perpétuelle ou de paix universelle. Enfin, en effet, de même que la violence mutuelle de l'état de nature a porté les hommes à instituer une constitution civile qui limite les libertés individuelles selon des lois publiques de contrainte, de même les guerres incessantes entre États qui cherchent la victoire et la domination. Ces guerres entre États, doivent faire advenir sur le plan des relations internationales la reconnaissance d'un droit cosmopolitique et l'établissement d'un droit international. Il n'en résulte pas du tout la constitution d'un État ou d'une république universelle, nécessairement, selon Kant, despotique, mais, je le cite, un État juridique de fédération selon un droit des gens dont il a été convenu en commun. Fin de citation. Au-dessus de l'ordre juridique interne aux différents États, il doit donc y avoir un ordre juridique externe. Le premier permettait de penser la paix civile, le second ouvre la perspective d'une paix perpétuelle dans un monde commun. L'idée d'une histoire universelle permet de penser les moyens par lesquels une constitution cosmopolitique pourra s'établir sans la négation de la souveraineté des États. Quel est le contenu du droit cosmopolitique, en l'occurrence, disons, moderne ? Le troisième article définitif du projet de paix perpétuelle le définit ainsi, je cite, « Le droit cosmopolitique doit se borner aux conditions d'une hospitalité universelle. » Fin de citation. L'hospitalité n'est pas une notion morale ou religieuse, elle ne relève pas de la philanthropie ou de la charité, c'est pour Kant une notion juridique. Elle est liée à la constitution juridique à venir du monde humain qui comporte une pluralité de peuples, une pluralité d'États distincts.
elle intervient en particulier sur la question du statut de l'étranger en énonçant, je cite, « le droit qu'a chaque étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive ». Bien. Fin de citation. L'hospitalité et la mutation du statut de l'étranger trouvent leur fondement dans l'idée du citoyen du monde, et ça c'est important, qui est la seule citoyenneté non historique et à ce titre la seule naturelle et donc plus fondamentale que la citoyenneté politique, laquelle n'est pas niée par elle. On voit donc comment Kant a transformé l'idée cosmopolitique en projetant, c'est-à-dire l'unité juridique d'un monde commun, en projetant sur la finalité de l'histoire humaine la constitution d'un monde commun gouverné par un droit universel, alors que celui-ci était présupposé par les stoïciens. Ici, la question de la Terre, on sait que Kant avait fait des cours de géographie, donc ce n'est pas indifférent du tout à la question. Et même la question de la rotondité de la Terre est centrale dans sa perspective cosmopolitique. Mais elle est, ici aussi, la question de la Terre, elle est présupposée. Elle ne rentre pas comme un élément déterminant dans la constitution cosmopolitique d'un monde commun ou de mondes divers. Je passe donc maintenant vers la question contemporaine du cosmopolitisme. Nous pouvons désormais définir le nécessaire renouvellement du cosmopolitisme aujourd'hui en marquant la manière dont il s'inscrit dans la voie kantienne tout en dépassant ses limites. Le cosmopolitisme kantien était fondé sur une vision optimiste de l'histoire, conçue comme progrès vers la réalisation du droit. Le progrès était conçu comme résultant d'une ruse de la nature. Je cite Kant, « La nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l'ordonnance mécanique de son existence animale et qui ne prenne part à aucune autre félicité ou perfection que celle qu'il s'est lui-même créée, indépendamment de l'instinct, par sa propre raison. » Or, cet optimisme n'est aujourd'hui plus de mise. La fameuse ruse de la nature, qui porte à la constitution de la liberté, s'est révélée être plutôt une ruse de l'homme pour exploiter la nature à ses propres fins sans limite. Ruse qui se retourne finalement contre lui-même parce que la défiguration de la nature est la défiguration du monde humain. L'optimisme kantien était donc fondé sur l'idée de progrès et sur la conception d'une puissance de la nature à laquelle il ne pouvait rien arriver qu'elle ne pût réparer. Ces deux dogmes des Lumières sont désormais caducs. Le progrès des techniques ne conduit pas nécessairement vers le meilleur, mais parfois vers le pire. Rousseau l'avait vu. La nature n'est pas une capacité infinie de restaurer elle-même les dégâts que l'homme peut y causer. Il faut donc revenir à la finitude, non pas seulement celle de l'homme, que Kant avait parfaitement pensé, mais aussi celle de la nature, des ressources naturelles, finitude de l'homme aussi contre la frénésie d'accumulation indéfinie d'objets, de profits, etc. On voit donc comment la préservation de la terre, c'est-à-dire la modification de notre rapport à la Terre, entre désormais dans le souci cosmopolitique. La Terre est le corrélat de l'humanité, l'épuisement de l'une serait inévitablement l'épuisement de l'autre. Par ce biais, l'ensemble des questions environnementales touchant à la dégradation de la biodiversité, la pollution, l'épuisement des énergies fossiles, le réchauffement climatique, se trouvent au centre de la problématique cosmopolitique, parce qu'aucun de ces phénomènes ne connaît de frontières. La rotondité de la Terre, je parlais à l'instant, était pour compte au fondement du principe de la libre circulation des hommes, donc de l'hospitalité. Il faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin et dire que le fondement du cosmopolitisme devient lui-même objet du souci cosmopolitique. À ce niveau, il est clair que l'hospitalité dans le rapport aux autres hommes doit être complétée
par une reconsidération fondamentale du rapport à la Terre, ce que j'appellerai ci-dessous le principe d'inappropriabilité de la Terre. Cette inclusion de la Terre elle-même et des territoires, et avec elle de toutes les questions environnementales dans la problématique cosmopolitique, n'est pas le seul infléchissement de la perspective kantienne à l'époque contemporaine. Ainsi, on se souvient que l'une des questions centrales du cosmopolitisme chez Kant était la guerre. L'idée de paix perpétuelle, chez lui, évoquait l'idéal d'une alliance des États républicains suivant les principes du droit cosmopolitique. L'idée d'un droit cosmopolitique reposant sur des principes cosmopolitiques qui n'ont pas, chez lui, la garantie d'un État mondial. La question de l'instance susceptible de dire le droit et de le faire appliquer restait indécise chez Kant et elle l'est pour nous encore aujourd'hui. On soulignera cependant deux modifications importantes aujourd'hui. D'abord, les États ne sont plus les seuls acteurs de la scène politique mondiale. Ils ne sont pas les seules parties prenantes de la guerre et de la paix. Il y a des puissances économiques, financières, politiques transnationales qui se sont largement émancipées de la tutelle des États et en dominent même certains. Ce sont ainsi des puissances antipolitiques ou au moins antidémocratiques qui dominent la scène internationale. Il y a certes des institutions internationales comme l'ONU, en principe chargées de prendre des résolutions à un niveau supraétatique et de former des principes du droit international. Ces institutions sont très imparfaites et certaines de leurs résolutions sont même inacceptables. Il convient donc de les corriger, mais à cette réserve près, qui est importante, c'est néanmoins à travers ces institutions qu'un ordre juridique pourrait, dans l'avenir et dans la perspective kantienne, s'établir au-dessus des différentes puissances qui dominent la scène internationale pour trancher les problèmes de guerre et de paix autrement qu'en termes de guerre. Cela reste bien sûr un idéal, sans doute encore lointain. On peut dire qu'il s'agit là d'un infléchissement contemporain de la voie kantienne tracée en particulier dans le projet de paix perpétuelle. Il y a cependant un point de l'élargissement de la perspective cosmopolitique qui exige de rompre avec Kant. Bon, je ne vais peut-être pas y insister trop, mais quand même, il s'agit du droit de résistance. Kant avait refusé un tel droit alors même qu'il avait revendiqué la liberté de la critique publique. Or, un tel droit de résistance à un pouvoir tyrannique ou à des lois injustes ne peut-il pas être une manière de lutter non seulement contre l'oppression politique, mais aussi contre des pratiques industrielles ou technologiques qui portent durablement atteinte aux équilibres naturels uniquement dans le but productiviste et dont la finalité n'est évidemment pas le bien d'une population ou de l'humanité, mais le profit de quelques-uns. On a beaucoup insisté ces dernières années sur l'idée et sur l'intérêt de la désobéissance civile, même en démocratie. Celle-ci n'est en effet, les démocraties ne sont pas immunisées contre les dérives qui les portent à compromettre l'avenir au nom du bien des générations présentes. La démocratie est certes le seul régime susceptible de réaliser l'autonomie politique d'un peuple. C'est en cela qu'elle constitue aujourd'hui le paradigme de la légitimité politique. Mais cette légitimité n'a été conçue qu'eu égard aux générations actuellement existantes, sans souci de l'avenir. Or, comme l'a montré Ancionas, contre Kant d'ailleurs, je cite, « L'idée que le bonheur de la génération présente ou des générations suivantes peut être acheté au prix du malheur, voire de l'inexistence des générations futures, ne contient pas d'autocontradiction. Et donc, dans le système kantien est possible. » C'est précisément pour tenir compte de l'humanité de demain, et non seulement de celle d'aujourd'hui, que Ancionas reformule le principe de responsabilité en l'ouvrant au futur de l'humanité et à la préservation de la nature pour que celle-ci ne devienne pas invivable après nous. Donc, cosmopolitisme ancien, moderne,
Troisièmement, introduction de la problématique de la Terre directement dans le souci cosmopolitique aujourd'hui. Et donc, c'est là mon second point, le rapport originaire à la Terre, que je vais traiter là, un rapport originaire, voire pré-originaire, antérieur, qui entre dans le souci cosmopolitique et qui va nous permettre de définir une dimension où la question de l'appropriation ne va être qu'une des modalités de ce rapport. Si je me situe du point de vue d'un cosmopolitisme, disons, originaire, donc d'un monde commun préalable à la diversité des mondes, qui se construirait à partir de lui, selon des modalités diverses, le cosmopolitisme concerne l'humanité entière, dans son présent et son avenir, et non une partie de celle-ci. Un principe d'action, un devoir, un droit ne peut avoir un sens cosmopolitique que s'il a une dimension universelle. Or, l'humanité n'existe pas dans un espace abstrait. La Terre est à la fois le lieu et l'horizon de son existence. En ce sens, la Terre n'est pas seulement le globe terrestre qui se meut dans le système solaire, elle est aussi et avant toute chose le champ d'existence et d'expérience commun de l'humanité, à partir duquel nous percevons, nous pensons, nous voulons, nous rêvons. L'être humain est de part en part un être terrestre, même dans ses expressions les plus abstraites ou intellectuelles. C'est à partir de cette donnée primordiale que la diversité se constitue dans les sociétés, qu'elle concerne les représentations, les cultures, les modes de vie, les religions, etc. Il ne s'agit pas d'un simple... Alors, quelle est cette relation primordiale, préoriginaire, si on veut, à la Terre, non constituée, à partir desquelles les constitutions de monde sont possibles? Il ne s'agit pas d'un simple phénomène... Alors là, je vais rapidement passer, mais je ne pourrais pas y insister, ce n'est pas possible, dans le cadre de cette conférence. Je vais à la fois souligner les apports considérables de la phénoménologie et en même temps montrer qu'il faut aller en deçà, que ça ne suffit pas. En tout cas, je ferai référence essentiellement à Husserl. Il est vrai que les analyses donneraient peut-être quelque chose un peu différent si je faisais référence à Merleau-Ponty, cette perspective de la Constitution n'étant pas centrale chez Merleau-Ponty alors qu'elle est centrale chez Husserl et ses successeurs. Il ne s'agit pas, ce monde préalable, il ne s'agit pas d'un simple phénomène donné à la conscience, mais du tissu même qui constitue notre existence. En ce sens, l'admirable texte de Husserl, L'Arche originaire Terre ne se meut pas, à la fois révèle cette dimension primordiale de la Terre, comme Terre-Sol, et non pas simplement comme corps qui se meut, mais ramène celle-ci à une perspective phénoménologique, c'est-à-dire chez lui essentiellement égologique. Le monde, la Terre, le monde, l'horizon autour de nous, le monde commun, il se fait à partir d'un ego, et d'un ego transcendantal. Or, il convient d'aller en deçà de l'ego et de ses représentations, ou de son expérience pour trouver les conditions mondaines primordiales, originairement communes et non constituées. Nous sommes dans un double rapport. Premièrement, de notre corps à la Terre-Sol, qui fait que nous sommes dans un rapport à nous-mêmes et aux autres êtres vivants, aux autres corps et aux autres êtres vivants, pas seulement les autrui, qui ouvrent l'expérience de l'espace. Deuxièmement, nous sommes porteurs en nous-mêmes de toute l'histoire de la vie, à partir de laquelle la temporalité se projette. Ces deux dimensions, elles ne sont pas constituées. Elles sont préalables à toute constitution.
y compris dans le sens phénoménologique. La perspective cosmopolitique inclut donc ce tissu, ce lieu, cet horizon de l'existence humaine. Elle engage donc à repenser entièrement notre rapport originaire, voire pré-originaire, parce que est pré-égologique, pré-culturel, à la Terre. Non dans la perspective d'une insistance sur l'enracinement, le lieu ou la contrée, mais au contraire, et là j'introduis le concept que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure, dans le contexte d'une conception de l'inappropriabilité de la Terre, l'idée que notre rapport originaire à la Terre, il n'est pas celui d'appropriation, mais celui d'inappropriabilité, à laquelle je vais essayer de donner un contenu dans un instant. Il peut sembler, à juste titre, étrange de parler d'inappropriabilité à propos de la Terre, parce que la Terre a été le lieu par excellence de toutes les tentatives d'appropriation, en particulier dans notre civilisation. Mon idée présumée, c'est que le rapport d'autres cultures ou d'autres civilisations à la Terre, donc d'autres ontocosmologies, le rapport n'est pas celui de l'appropriation. Les trois modalités fondamentales de cette appropriation dans les sociétés occidentales ont été, je parle de sociétés occidentales plutôt que de modernes, parce que la question du moderne, pour moi, est assez délicate. Donc, ont été et sont encore la propriété, la conquête et la surexploitation. Je veux dire telles qu'elles se sont constituées comme rapport à la Terre à partir d'une relation plus originaire qui n'est pas l'appropriation. L'acquisition primitive d'une chose a pour paradigme l'appropriation de la terre ou du sol. Ça, c'est un point absolument décisif. Par quoi l'on entend, dit Kant, la terre habitable. Et toute une réflexion, une large part de la réflexion philosophique sur la terre et sur les modes d'appropriation a mis en évidence cette donnée primordiale que la première forme d'appropriation est la propriété, l'appropriation de la terre. Pas simplement la propriété d'une chose, l'appropriation de la terre conçue comme condition de toutes les autres appropriations. Grotius notait déjà dans son De Iure Belli ac Pacis en 1625 que, contrairement à la mer ou à l'air qui ne peuvent passer en propriété parce qu'elles ne peuvent être bornées ou limitées, à moins d'être enfermées dans un récipient, la terre est par définition susceptible de l'être, appropriable. La propriété est donc originairement celle de la terre, d'un lopin de terre, mais cette origine de l'acte d'appropriation est loin d'être neutre parce qu'il a inclus dans sa définition même l'exclusion d'autrui de la possession ou de l'usage de la même chose. Donc, notre monde se configure dans lequel la propriété et les propriétés exclusives, c'est à moi, c'est pas à toi. Première chose, un mode d'usage de la terre en termes de propriété exclusive. L'appropriation renvoie à une genèse anthropologique du désir d'appropriation, c'est-à-dire à l'économie du rapport des hommes à eux-mêmes et aux autres. La naissance de la propriété a été un événement anthropologique fondamental pour nous, peut-être pas pour d'autres. Son existence suppose un rapport de l'homme à l'homme qui à la fois fonde le désir d'appropriation exclusif et c'est notre condition, le rend impossible parce que contestable et contesté de manière permanente. Cette contestation de la propriété donne directement accès à la deuxième modalité de l'appropriation, la guerre de conquête. Celle-ci a été un facteur fondamental de notre propre civilisation. Celle-ci a toujours été fondamentalement conquête de la terre-sol, c'est-à-dire extension d'une hégémonie sur un lieu habité autre que le lieu de départ. Même quand elle est devenue conquête des mers et plus tard conquête des airs, voire même au-delà aujourd'hui de l'espace, cette conquête il s'est toujours agi
d'assurer une domination sur la Terre-Sol comme lieu de résidence humaine. On peut aller à Mars, mais si on va à Mars, ce n'est pas pour habiter sur Mars. On n'a aucune chance d'y habiter ni aujourd'hui ni dans 100 ans ou dans 1000 ans, mais c'est pour assurer une hégémonie sur une domination sur la Terre-Sol. Ainsi, en passant des empires terrestres aux empires maritimes et ensuite aux empires aériens, avant de devenir conquête de l'espace, la volonté de domination se complique, elle s'étend, mais ne change pas de nature, elle reste volonté de dominer la Terre-Sol. Mais ce n'est pas tout. L'appropriation de la terre a conduit également à la surexploitation, troisième modalité de l'appropriation. Celle-ci repose sur l'idée de l'inépuisabilité de la terre et de ses ressources, alors que c'était l'argument de la finitude de la terre, limitée en étendue et ronde, qui fondait le principe de la propriété individuelle. Dans une terre infinie, la propriété n'aurait pas de sens. C'est la croyance en l'inépuisabilité de ces ressources qui fonde la possibilité de la surexploitation. C'est ainsi que l'exploitation de la terre n'a été liée à aucune limite, la nature étant censée avoir la capacité de régénérer ce que la main de l'homme aurait prélevé ou détruit. Ça, c'est la modalité, à mon avis, fondamentale, par laquelle l'appropriation a été une dimension déterminante du développement de nos propres civilisations. La propriété, la conquête, la surexploitation. Je répète, d'une autre. D'autres ontocosmologies peuvent ouvrir sur d'autres perspectives. Je laisse la question aux anthropologues. Ma question à moi, c'est le rapport originaire à la Terre qui n'est pas d'ordre de l'appropriation, qui est d'un autre type de rapport. L'appropriation, elle est toujours constituée, elle est un produit d'une société déterminée. Ce qui est préalable, ce n'est pas là. Ce n'est pas l'appropriation. Ce qui ouvre la possibilité d'un monde commun non construit à partir duquel les cosmologies particulières ou spéciales et les cosmopolitiques pourront se construire, c'est pas de l'ordre de l'appropriation, j'y viens tout de suite. Je pose ces problèmes par rapport à la logique de l'appropriation dont je parlais tout à l'heure, et sous la forme suivante. Comment sortir de cette triple logique de l'appropriation par laquelle le développement des sociétés occidentales met en péril, aujourd'hui c'est une évidence, le monde humain, c'est-à-dire la pérennité de l'existence humaine dans un monde habitable? Pour répondre à cette question fondamentale, il n'est pas d'autre recours qu'au souci cosmopolitique, dont le principe fondamental, et je vais m'en expliquer ici, est celui de l'inappropriabilité de la terre. Il ne s'agit pas ici de contester l'existence de la propriété en tant que telle, ou les diverses législations étatiques qui la définissent. Il s'agit encore moins de contester les frontières des États qui tracent les limites tortueuses du partage historico-politique et conventionnel de la terre. Ce qu'il s'agit de penser, c'est d'une part que l'appropriation, au sens où nous l'avons analysé rapidement, n'est nullement le seul rapport à la terre, ni le rapport universel, ni le seul pensable, qu'il y en a d'autres, et d'autre part, que là où il y a appropriation, donc chez nous, il doit y avoir une régulation de la propriété individuelle ou collective, privée ou publique, par le principe de l'inappropriabilité de la terre. Celui-ci, sur lequel je vais revenir, ne délégitime pas la propriété, mais la limite radicalement aux conditions du maintien d'un monde commun et d'une humanité future. Cette limite a encore à être formulée. On voit ainsi comment le concept d'inappropriabilité de la terre donne un contenu à la réouverture d'une dimension originaire, plus originaire du cosmopolitisme, qui fournit un fondement philosophique
au principe de responsabilité de Antionas, dont je parlais tout à l'heure, pour former l'idée d'une responsabilité pour l'humanité présente et future. En outre, apparaît du même coup la manière dont cette responsabilité peut servir d'argument pour la remise en cause de ce qu'il y a de destructeur dans la mondialisation. Or, c'est précisément à cette logique destructrice que le souci cosmopolitique de la Terre, qui renvoie à un droit cosmopolitique de l'humanité en tant que tel, s'oppose. Le cosmopolitisme et le recours philosophique contre la logique de l'appropriation qui anime de l'intérieur notre monde. Cette affirmation ne doit en aucune manière être considérée comme un appel à un retour en arrière dans des limites locales, régionales ou nationales, mais à repenser et à refaire selon une autre logique l'économie monde qui résulte à la fois du progrès considérable de la production, des échanges, des technologies, de la communication, de l'information et d'une manière sous-jacente de l'extension de la loi capitaliste du profit à la totalité de la Terre, à tous les secteurs si éloignés qu'ils soient de donc l'extension même dans les domaines si éloignés qu'ils soient de la production et de la consommation de biens matériels et donc à l'immatériel, c'est-à-dire à un autre rapport à la Terre non constitué, je le répète, et lequel ouvre vers d'autres usages de la Terre que ceux de l'appropriation sous la forme que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Penser philosophiquement l'inappropriabilité de la Terre à partir de la perspective qui va en deçà de la perspective phénoménologique, qui est le principe fondamental de ce cosmopolitisme, à partir duquel tous les droits qui sont liés au cosmopolitisme peuvent être déduits. Pour penser cette inappropriabilité, il convient de considérer l'être de l'homme non dans un rapport, comme je le disais, d'ego à ses représentations et au monde comme synthèse des représentations, mais en fonction d'un rapport préoriginaire à la terre vivante des vivants. On notera à cet égard que le concept de monde de la vie, Lebenswelt, chez Husserl, continue à être articulé autour de la question de la perception et de la synthèse constructive qu'elle opère. Il se situe donc dans une problématique égologique. La perspective phénoménologique de la Constitution repose sur la mise entre parenthèses du préconstituant, du préoriginaire, avant l'ego, et le style de monde qui se déploie devant lui. Pas seulement l'ego, avant les constructions sociales, avant les constructions culturelles particulières de mondes spéciaux. Comme vivant, chaque être comporte en lui-même toute l'histoire de la vie et s'ouvre selon des modalités propres, je dis chaque être, je pourrais dire chaque société, au monde. Il n'y a plus de position, dans cette perspective, il n'y a plus de position de surplomb de l'ego, ou de représentation, mais une relation d'appartenance au vivant et à la terre. Le contenu positif de la notion de l'inappropriable, c'est une pensée de l'appartenance non construite, préoriginaire, à partir de laquelle toute constitution peut se faire. Antionas avait tenté de penser cette dimension dans ses textes sur le vivant et le phénomène de la vie, le rapport préoriginaire à la terre et l'appartenance, non au sens où elle nous appartiendrait, mais au sens où nous lui appartenons dans toutes les dimensions de notre être. Penser en ce sens, l'appartenance ne signifie plus une propriété, mais une connaturalité qui fait ce que nous sommes. Or, concernant cette appartenance, et à partir de cette dimension de l'appartenance, que je ne développe pas ici, que je suis en train de travailler ailleurs, cette dimension à partir de l'appartenance non construite, et à partir de laquelle toute construction est possible, on peut penser la position singulière de l'homme dans ce cadre de l'appartenance au monde de la vie et au monde vivant en général, comme par sa nature même et en tant que tel portant une responsabilité particulière,
parce qu'il est bien sûr le seul être capable de la comprendre, cette appartenance, mais aussi de l'oublier. Et il a aussi la capacité soit de construire des mondes qui ne relèvent pas de l'appropriation, soit de substituer, espérons-le, à la logique de l'appropriation une autre logique pour éviter ces conséquences désastreuses, les conséquences de la logique de l'appropriation. Penser une relation d'inappropriabilité à la Terre, et pour penser une relation d'inappropriabilité à la Terre, donc d'appartenance, il convient donc que nous fassions un retour sur nous-mêmes pour reconsidérer ce que nous sommes et les modalités terrestres non seulement de notre organisme, mais de l'ensemble de nos autres fonctions psychologiques, intellectuelles, sociales et autres. La dimension cosmopolitique engage le statut même de l'être cosmopolitique par excellence, à savoir l'homme. Les stoïciens l'avaient bien vu. Merci de votre attention. Merci Yves-Charles Zarka pour cet exposé extrêmement clair qui retrace tout à la fois la façon dont la philosophie, depuis les stoïciens, a envisagé la question de la cosmopolitique, du rapport entre cosmopolitique et territorialité, dans certains cas du non-rapport, et puis qui présente aussi les vues très originales que tu as développées concernant l'inappropriabilité. L'un des intérêts des multiples intérêts de cet exposé, c'est qu'il présente de façon très nette des façons différentes de procéder de la philosophie et de l'anthropologie. Nous sommes l'un et l'autre des philosophes de formation pour moi, de la même génération, et j'ai choisi à un certain moment de quitter le terrain de la philosophie pour devenir anthropologue et pour essayer peut-être de faire de la philosophie d'une autre façon. Mais en tout cas, la démarche que tu as suivie, qui est fondée au fond sur cette préoccupation qui est très importante pour nous tous, c'est derrière le constat que font les anthropologues d'une diversité des manières de composer des mondes communs, demeure la nécessité de prendre en compte le fait que la totalité des humains ne peuvent pas se séparer de ce projet d'un monde commun. Et c'est ça que tu as souhaité mettre en avant en disant les anthropologues font le constat de cette diversité des assemblages, de cette diversité des cosmopolitiques. Néanmoins, il y a une cosmopolitique plus englobante qui est nécessaire, et c'est celle qui doit pouvoir englober dans un même monde commun les différentes cosmopolitiques. Et alors tu as procédé pour ce faire à un rappel historique dans une tradition de la philosophie, notamment de la philosophie française, en faisant, en mettant en évidence en particulier que dans la première formulation européenne de la cosmopolitique chez les stoïciens, il y avait la question de la Terre n'était pas très présente, puisque au fond, ce qui comptait, c'était le fait que il y avait une loi du cosmos général, mais au fond qui s'appliquait pour l'essentiel quand même aux humains et aux dieux, qui constituait le fondement de cette cosmopolitique. Et ensuite, chez Kant, chez celui qui a au fond popularisé ce terme de la cosmopolitique, la dissociation est encore plus grande, puisque au fond, chez Kant, qui est l'inventeur moderne de la cosmopolitique, la question d'appropriation du sol est au contraire tout à fait centrale, puisque c'est ce qui fonde le droit de l'humanité à être sur le sol, d'une certaine façon. Et donc, Kant, de ce point de vue-là, représente une des formes de l'individualisme tel qu'il s'est développé dans les théories politiques en Europe. D'où cette dernière phase que tu as proposée,
de venir en deçà, au fond, des formulations des cosmopolitiques et des formulations des théories d'appropriation vers un stade que tu appelles originaire ou pré... tu as fait référence à Husserl, qui était un auteur que nous partageons, si je puis dire, et à cette idée, au fond, quasiment antéprédicative des conditions originaires d'un rapport au sol. Alors, ça, c'est la démarche philosophique, et la démarche anthropologique, évidemment, elle consiste elle est plus empirique. Elle est plus empirique parce qu'elle se dit, au fond, si l'objectif est le même, hein. L'objectif, c'est de façon scientifique, réfléchie, peu importe le terme qu'on emploie, de trouver une formule de composition de monde commun qui soit plus satisfaisante que celle qui a été produite progressivement par la civilisation européenne au cours des derniers siècles et peut-être des derniers millénaires si on remonte aux stoïciens. Mais la façon de procéder, évidemment, de l'anthropologie, ça consiste à dire quelles sont les cosmopolitiques qui ont été produites ailleurs, quels sont les fondements à partir desquels ces cosmopolitiques ont été construites, et comment, à partir de ces fondements qui sont divers, peut-on trouver éventuellement, et c'est pour ça que c'est une démarche empirique, comment peut-on trouver des principes qui permettraient de réorganiser notre cosmopolitique présente sur des bases différentes. Donc ces deux démarches qui sont en fait assez différentes. Alors, je vais faire un petit plaidoyer pour la démarche anthropologique, ça ne te surprendra pas, en disant que, au fond, pourquoi est-ce que finalement j'ai préféré la démarche anthropologique à un certain moment, parce que le choix s'est posé. Pour faire une confidence, lorsque j'étais étudiant en philosophie, les mêmes années que toi, je m'en souviens. Cette partie de la philosophie qui m'intéressait le plus, c'était la philosophie politique. J'avais envisagé éventuellement de travailler sur Rousseau à une époque. Mais en même temps, je commençais déjà, par la familiarité avec mes lectures d'ethnographie, à me rendre compte des concepts qui étaient charriés par la philosophie politique et qui entraient d'une certaine façon, qui étaient présentés comme des concepts universels, mais qui entraient d'une certaine façon en contradiction avec d'autres façons de produire des cosmopolitiques et qui, de ce fait, ne pouvaient pas véritablement être tenus pour universels. Alors j'en prendrai deux exemples, au fond, que tu as très brièvement. Hein. C'est le problème des stoïciens. C'est vrai, les stoïciens, ils ont un monde commun avec les divinités. Mais traditionnellement, je crois même d'ailleurs que tu en as parlé, les stoïciens sont aussi tenus comme l'une des sources de l'individualisme moderne. C'est-à-dire, au fond, de cette idée que ce monde commun, que cet univers politique qui embrasse aussi les dieux, il est fondé sur l'association des individus, que ce soit des individus humains ou des divinités, même si ce n'est pas évidemment sous la forme que prendra l'individualisme au XVIIIe siècle, par exemple, ou au XVIIe siècle. Mais cette idée, elle est, je pense, présente de façon très originale, d'ailleurs, chez les stoïciens, dès le début de la philosophie. Or, ça, c'est une idée qui, évidemment, est complètement étrangère à d'autres modes de fabrication du cosmopolitique. Deuxième aspect, tu as parlé dans les caractères de l'appropriation, de l'appropriation primative, de la surexploitation et de la conquête. Mais ce qui est très intéressant dans la forme du rapport au sol qui existe dans bien des régions du monde, c'est qu'au fond, la conquête, ce n'est pas une conquête du sol, c'est une conquête des hommes. Lorsqu'il y a conquête, parce que la guerre, il y a bien des formes de guerre dites primitives qui n'aboutissent pas à des conquêtes, mais qui ont pour fonction d'incorporer le corps physique de l'ennemi de façon à s'approprier, sans doute, mais pas
de la terre, pas du sol, pas des ressources, mais par exemple le point de vue que cet ennemi porte sur moi de façon à ce que je sache qui je suis en le consommant, de façon tout à fait littérale. Mais il y a dans la conquête territoriale, qui existe aussi bien sûr, quelque chose qui est un peu différent, qui est la conquête au fond des hommes et du rapport que les hommes localement ont avec le sol. Et donc lorsque on établit un contrôle politique sur des communautés, des lignages de guerriers par exemple, c'est quelque chose qui est très caractéristique en Afrique dans le rapport entre les maîtres de la terre et les lignages politiquement dominants. Ce que l'on contrôle dans l'alliance avec les lignages de la terre, évidemment, c'est l'accès au sol, mais c'est un accès complètement médiatisé qui ne prend pas la forme d'une appropriation. Et donc, et au fond, d'une certaine façon, c'est ça. Je me souviens que tu discutes Vitoria en particulier sur le droit de la conquête, qui est évidemment un grand débat pendant la conquête des Amériques. Mais au fond, ce qu'ont fait les Espagnols dans un premier temps, c'est assez original. À différence des Portugais sur le littoral du Brésil, ce qu'ont fait les Espagnols, c'est que, bien sûr, il y a la discussion de savoir si il y avait un droit de conquête légitime, etc. Mais c'était aussi la conquête des hommes, c'était la conquête des communautés, et au fond, l'appropriation du sol était médiatisée par la conquête des communautés. Et donc, les haciendas, qui est la première forme de contrôle de la terre, ce n'est pas le contrôle de la terre en tant que tel, c'est le contrôle des communautés qui occupent la terre. Alors évidemment, on peut discuter longuement pour savoir s'il s'agit d'une forme d'impérialisme déguisé ou pas, mais néanmoins, cette idée-là est présente. Et donc, à chaque fois qu'on examine des formes concrètes de rapport à la terre, on s'aperçoit que certaines des caractéristiques qui nous paraissent évidentes le sont beaucoup moins, et qu'il y a un énorme travail réflexif en fait à opérer sur les catégories que nous employons. Et moi je vois donc dans ces deux démarches différentes que nous avons l'un et l'autre, que la philosophie et l'anthropologie développent, au fond l'anthropologie part l'analyse des formes empiriques de cosmopolitique et de rapport à la Terre, pour voir s'il y a quelque part des éléments communs qui permettraient de fonder la composition d'un monde commun, alors que la philosophie, et tu l'as très bien montré, part à une démarche un peu régressive d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle vise les conditions initiales, a priori, ce qui est tout à fait dans sa tradition, de cet accès ou de cette constitution d'un monde commun. Je ne sais pas si cette présentation... J'accentuerai davantage même la convergence. Ce que l'anthropologue peut apporter, que un philosophe ne peut pas apporter, c'est les enquêtes de terrain, la mise en évidence de modes d'existence, de rapports à la terre, de relations qui se trouvent prévalentes dans un certain nombre de sociétés, proches ou plus lointaines, et donc de mettre en évidence de différents modes d'être, de penser, d'agir, de différentes logiques sociales et culturelles, les deux. Et donc, ça, c'est un apport qui relève de l'ethnologie, de l'anthropologie, et qui lui est propre. C'est-à-dire mettre en évidence d'autres modes d'organisation, d'autres modes de développement ou de non-développement, et donc de relativiser le nôtre, ce que tu as fait amplement dans Barre de la nature et culture, relativiser le monde pour montrer qu'il est local, qu'il est... Bon, ça, c'est très important justement pour cela. Maintenant, il est possible effectivement de voir les convergences éventuelles, les points communs, mais alors ça, c'est une question qui, moi, m'intéresse
personnellement, qui fait que je me suis engagé dans ce travail, c'est la question du non constitué. Qu'est-ce qui n'est pas constitué? Nous sommes aujourd'hui dans une considération et dans une idéologie quasi dominante où on pense que tout est constitué, qu'il n'y a rien, pratiquement, il n'y a rien de préalable. Ou il y a du préalable, mais bon, même ce préalable-là, on va pouvoir le changer. Je pourrais vous donner des exemples. Tous les jours, et dans les différents secteurs, c'est ça. Donc la question, ce n'est pas la question nature-culture, la question non constituée-constituée. Parce que même la vision de la nature, elle est constituée elle-même. Donc la question, c'est la dimension du non constitué. Il y a du non constitué à partir duquel se font les constitutions, donc de mondes non seulement possibles mais réels, d'organisation sociale, culturelle, etc. C'est au niveau préalable, dont je disais que la phénoménologie, à certains égards, nous a apporté beaucoup pour le comprendre, mais sans doute qu'il faudra aller en deçà de cela, peut-être même avec un certain nombre d'autres phénomènes que je citais, mais d'autres, à une dimension préalable à cela. Et cette dimension préalable, qui est une dimension, je dis pré-originaire, parce que dans la phénoménologie, l'originaire, c'est à partir de la Constitution, donc dimension en tout cas originaire ou pré-originaire, comme vous voudrez, à partir de laquelle, qui est d'abord donnée, à partir de laquelle toutes les constructions se font. Elles se font aussi bien des constructions sociales que les constructions personnelles, que les constructions... Donc, moi, ma question, c'est le non constitué, ce qui vient avant toute constitution et à partir de laquelle ces constitutions de monde, de société, d'individualité peut se faire. C'est pour ça que je disais que je ne citerai plus sur la convergence, parce qu'en vérité, la perspective, elle ne peut pas véritablement prendre consistance que si l'on voit au préalable les différentes constitutions possibles, les différents types de mondes possibles. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question du préalable, mais encore faut-il que l'on ait, la présentation de construction, donc de mondes distincts. Et donc, c'est pour ça que je pensais que... je crois que l'idée que tu avances, mais sur le rapport nature-culture, sur l'idée de syntaxe des mondes, qui est une idée très intéressante, bon, elle permet de comprendre, par exemple, de manière grammaticale, ou je ne sais pas, syntaxique, l'organisation de chacun de ces mondes. Et peut-être de montrer les symétries ou les dissymétries ou les inversions qui se passent. Mais très bien, très intéressant. Mais l'ensemble de cette construction, elle reste au niveau, cette dimension, elle reste au niveau de ce qui est construit. Donc ce qui m'intéressait, moi, sur le plan philosophique, c'est de descendre en deçà, ce qui ne relève pas d'une démarche anthropologique, mais proprement philosophique, laquelle doit attester évidemment de sa propre validité, parce que sinon ça ne vaut rien. Donc attester de sa propre validité, de sa capacité à rendre compte de la manière dont, à partir de ce non-construit, se construisent des mondes réels. Je vais aller un peu plus loin. J'ai aussi adopté la démarche husserlienne, si on veut, comme expérience de pensée, au départ des principes qui me permettent de constituer cette syntaxe des mondes. J'ai fait l'hypothèse d'un ego transcendantal plongé dans un monde sans connaissance préalable, dans un monde préconstitué et qui n'a pour tout instrument que son intentionnalité et son corps. Donc la référence à Husserl est très directe. Et cet ego transcendantal, dans un monde préoriginaire, va détecter des régularités, va actualiser ou non des plis du monde, et à partir de cela, construire des mondes selon une syntaxe que j'ai essayé de retrouver.
c'est une expérience de pensée, pourrait probablement s'en dispenser, peu importe, ma formation philosophique ressort comme l'écume quand on fait cuire des pâtes, c'est inévitable. Quand on cherche la nature, elle revient. Voilà. Cela dit, cet ego transcendantal dont je me suis servi, il a, à l'endroit où je l'ai placé, une pure fonction, en somme, d'expérience de pensée. Je ne lui attribue rien quant à la constitution possible des mondes qui vont intervenir. Dans un second temps, la question du rapport à la Terre pose une autre question, c'est-à-dire il faut supposer que dans ce rapport égologique pré-originaire, la Terre est déjà quelque chose. La Terre est un sol, la Terre est un socle, la Terre est une condition, mais qu'elle est déjà quelque chose d'indispensable, ce que tu dis et ce que Husserl dit dans le texte auquel tu as fait référence. Est-ce que, en introduisant la Terre à cet endroit, donc c'est une question un peu cafarde, si je puis dire, en introduisant la Terre à cet endroit, est-ce que tu n'introduis pas déjà un type de rapport à la Terre qui, au fond, est celui auquel nous sommes, nous, accoutumés? Je pense tout simplement, je vais en parler dans les cours qui viennent, à ces sociétés qui, au fond, ont un rapport très différent à la Terre que celui qui est communément envisagé, qui, au fond, glisse à la surface du monde, sans enracinement. Et il y en a très nombreuses. Il y en a eu beaucoup, et il y en a toujours. Et dans lesquels, au fond, le rapport à la Terre, il est toujours présent, bien sûr, hein, mais néanmoins, il prend une forme un peu fuligineuse, etc. Voilà, donc est-ce que tu... Non, je te réponds. Au contraire, ce que j'ai défini comme un rapport pré-originaire à la Terre, c'est exactement le contraire de ce qui domine dans nos sociétés. Alors là... ça, c'est parler de l'inappropriable, de l'appartenance, c'est vraiment pas. Mais à partir de là, on peut parfaitement concevoir des rapports à la Terre qui sont comparables aux nôtres, mais d'autres qui sont complètement différents, qui consistent par exemple à survoler la Terre et à pas du tout avoir un rapport avec elle qui est celui d'enracinement ou autre. Et donc, mais cela n'empêche pas que cette alternative par rapport à notre propre rapport est lui-même sous-tendu par une dimension d'appartenance fondamentale dont il faut construire le concept, évidemment, de manière plus élaborée. Mais c'est à partir d'une même relation originaire que les différentes possibilités s'ouvrent. Et moi, je n'ai pas besoin d'ego transcendantal pour... je n'en ai pas besoin du tout pour penser cette constitution à partir du non constitué. Je ne peux pas mettre un ego, parce que l'ego ne va pas constituer, de toute façon, les constitutions vont être diverses. Et donc, elles vont se faire de manière sans doute opposée, avec des rapports différents entre l'individu et le groupe, l'individu et le territoire, l'individu... C'est l'individu humain, toujours. Non, pas nécessairement. L'individu humain, dans son rapport soit aux hommes, soit aux non-humains, soit à la terre, soit au... Pas seulement. C'est-à-dire que la composition du monde, tu l'as montré amplement, elle se fait de manière diverse. Et que la dissociation entre humain et non-humain qui prévaut chez nous n'est pas valable dans d'autres types de sociétés, dans d'autres types d'ontocosmologie. Et donc cette réorganisation, cette construction diverse du monde, ces constructions, elles présentent des logiques qui sont différentes les unes des autres. Et donc, ces logiques, elles sont non seulement possibles, mais réelles, et elles montrent que notre rapport, et c'est en vérité ce qui m'intéressait depuis le départ, c'était la critique, précisément, du type de rapport que nous avons, nous, instauré, et qui domine nos sociétés d'une façon totalement... sans la moindre limite aujourd'hui, c'est le mode de l'appropriation.
le mode de l'appropriation dont les termes fondamentaux sont ceux que je disais tout à l'heure, les trois formes. Bon, donc ça domine aussi toute notre civilisation, qui fait que notre civilisation s'est étendue dans le monde entier, qu'elle est devenue évidemment dominante, et qu'elles font en sorte que, d'une certaine manière, les autres ontocosmologies sont déclinantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, qu'est-ce qui fait cela? Mais en même temps, ce qui fait cette... Il n'y a pas de quoi en être enchanté et en être ravi, parce que c'est une logique qui est destructrice. Elle est destructrice de la diversité, elle est destructrice de nous également. Et donc, voilà. Donc, la perspective, c'était une critique du mode de développement de notre société, avec à quoi s'adjoint ce que toi tu as apporté de ton propre point de vue, c'est-à-dire montrer que ailleurs ça ne marche pas du tout comme ça. Les rapports avec les animaux, c'est pas pareil, etc. Et donc ça fonctionne sur une syntaxe complètement différente. La nôtre, elle est spéciale, et même elle est particulière. Malheureusement, elle s'étend. Je ne dis pas ça parce que comment dire, par autoflagellation, mais parce que le mode que nous avons à la terre, aux animaux, etc., produit ce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui est destructeur et qui ne conçoit la terre que comme source comme ressource, enfin comme énergie exploitable. Et donc voilà, c'est ça qui avec l'idée en plus aussi, c'était une autre idée, mais alors ça nous écarte un peu de l'anthropologie, c'est le fait qu'il y a, j'ai lu beaucoup de travaux d'économie, et de théorie du développement qui pourraient montrer qu'il y aurait des développements, des types d'économies alternatifs. Évidemment, bon, par rapport à celles qui existent, elles restent dans le domaine de la pensée. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer comment, à partir du préalable dont je parlais tout à l'heure, nous n'étions pas voués définitivement et totalement, prisonniers, comme une fatalité définitive du type de démarche de développement qui était le nôtre. Et c'est ça qui est important.